Emmanuel au Sahel, alors le titre comme ça me paraît une belle histoire. Ce livre, en définitive, nous met au cœur de cette dernière étape, l'étape sahélienne. Alors là, il faut bien reconnaître que, au fur et à mesure, nous avons perdu pied. Alors, totalement, quand on voit que les pays du Sahel se sont réunis à déjà 3 sur 4. C'est la fin de cette histoire. Oui, de cette histoire, parce que j'espère comme vous, parce que vous aimez l'Afrique, on le voit en lisant votre livre. Il fait tellement de fautes. Le rapport avec l'Afrique, c'est aussi le rapport avec le reste du monde. Le rejet de la politique française au Sahel, c'est un rejet de la politique que vous trouvez partout en Afrique francophone. Et il n'a rien fait qui puisse sortir ces pays-là du trou dans lequel ils s'enfonçaient. Donc quand vous avez des soldats français avec tout leur équipement qui sont là et que vous voyez que la situation ne s'améliore pas, c'est pas tous des généraux. Des militaires. Voilà. Mais vous avez attention. un petit capitaine, Oui. 5 au Burkina Faso, 5 colonels au Mali et des généraux au Niger. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et mettre votre avis en commentaire. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons parler d'un livre, Emmanuel au Sahel. Alors le titre comme ça me paraît une belle histoire, peut-être. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que quand même écrit par Leslie Varenne, qui est une journaliste d'investigation connue, spécialiste de l'Afrique. Oui. Merci d'être venu, d'avoir accepté de participer à cette émission avec nous. Merci de m'avoir invité. Ce livre, en définitive, pour moi, c'est presque la fin d'une histoire. À la fois, la France a été très proche de l'Afrique pendant des dizaines et des dizaines d'années, aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau de la population en général. Et depuis quelque temps, on a vu une évolution et peu à peu, on s'est éloigné. Alors, on en avait longuement parlé, comme vous vous en souvenez, avec l'ambassadeur, avec notre ami Bigot, en disant justement, en essayant de voir un peu comment ça s'était passé, comment ça s'était créé, et puis ce qu'on pouvait faire. Et là, ce livre, en définitive, nous met au cœur de cette dernière étape, l'étape sahélienne. Alors là, il faut bien reconnaître que, au fur et à mesure, nous avons perdu pied. Alors, totalement, quand on voit que les pays du Sahel se sont réunis à déjà 3 sur 4, ils se sont réunis il y a très peu de temps, pour dire maintenant on va même former une union des trois pays pour bien montrer qu'on est différent des autres et on veut lâcher le franc CFA et on veut tout changer et on veut sortir de la CEDEAO. Bref, rupture totale. Alors, comment on en est arrivé là? D'un côté, une évolution. D'un autre côté, des personnages politiques français importants qui se sont succédés et dont on peut dire que certains n'ont probablement pas compris l'Afrique telle qu'elle était et ont vu l'Afrique à travers un prisme qui n'avait pas grand-chose à voir avec sa réalité. En définitive, c'est la fin d'une longue histoire. C'est la fin de cette histoire. Oui, de cette histoire, parce que j'espère, comme vous, parce que vous aimez l'Afrique, ça se voit en lisant votre livre, et nous aussi, je crois qu'on l'a montré aussi, on espère tous que c'est peut-être aussi le début d'une nouvelle histoire, bien meilleure et bien plus efficace entre les Africains et les Français. Je crois que Emmanuel Macron est venu clore une longue séquence qui était la séquence des 60 ans après les indépendances, qui était en réalité une indépendance dépendante, quoi, où la France jouait encore un grand rôle. Et on a vu tout ça s'effilocher à partir des bêtises de Sarkozy, Côte d'Ivoire, Libye, ensuite Hollande, ensuite et Emmanuel Macron qui vient, on en parlera plus précisément après, mais qui vient jeter la rose sur le cercueil. En même temps, on peut lui dire, peut-être que les Africains, beaucoup d'Africains lui disent merci aujourd'hui, parce que avec toutes les erreurs, les fautes, les maladresses, tout ce qu'il a commis, il a permis à l'Afrique de prendre sa deuxième indépendance. Donc finalement... Oui, l'Afrique s'est libérée. L'Afrique s'est libérée. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Et donc finalement,
et d'ailleurs, à un moment donné dans le livre, je le dis, au fond, Emmanuel Macron est le meilleur rabatteur des panafricanistes parce qu'il fait tellement de fautes qu'on est bien obligé de dire, vous voyez bien, voilà, la France, les doubles standards, voilà. Donc, je pense que au fond, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose si on sait comment, si on sait préparer la suite. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, et Laurent Bigot, dans son émission d'ailleurs, parlait des liens, et il y a vraiment des liens, vous parliez de profondeur stratégique pour la France, etc. Donc il y a des liens, il va falloir reconstruire. Comment la reconstruction va se faire? Je pense que c'est entre les peuples qu'elle va se faire. Parce que pour l'instant, du côté français, on manque de connaissances, on manque d'intelligence, mais par les peuples, par les diasporas qui vivent ici, par les Français qui vivent encore là-bas, par notre histoire commune, par notre langue et par notre envie aussi, je pense qu'on pourra reconstruire. Mais tout ça est en chantier. Beaucoup de gens, d'ailleurs, se posent la question de comment on peut faire, comment on va faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Bon, qui va gérer les affaires étrangères? Comment on va prendre en compte l'Afrique qui n'est plus prise en compte du tout? D'ailleurs, vous voyez bien, il y a eu des élections législatives, il y a eu des élections européennes. Personne n'a parlé de la politique africaine. Il n'y a aucun parti qui s'intéresse à ça. Mais ça le Sahel est passé en dessous des radars. Hein. On l'a évoqué dans d'autres émissions récemment sur ce même constat. On s'est pensé que sur certains problèmes qui étaient des problèmes majeurs de la France, vraiment majeurs pour le futur, ça a été complètement escamoté durant les dernières élections, qu'elles soient européennes, législatives ou autres. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'en définitive, ce sont des problèmes majeurs, mais que les Français n'ont pas compris, ou n'ont pas encore compris que ce sont des problèmes majeurs. Et peut-être qu'il faut que là, on a un travail à faire d'éducation, de sensibilisation, d'ouverture. Mais je pense que si les Français n'ont pas compris, c'est que leurs politiques n'ont pas compris non plus. Bien entendu, on est bien d'accord. Et que vous voyez bien, là, dans la séquence dans laquelle on est dans une séquence vraiment troublée. Qui parle de politique étrangère? Qui fait le bilan de ce qui s'est passé? En ce moment, il y a une ébullition en Nouvelle-Calédonie, c'est pas fini. Qui en parle? On est dans une espèce de cocotte-minute de politique politicienne et on n'arrive pas à ouvrir, on n'arrive pas à élargir. Mais ces questions-là devront se poser. Évidemment que le rapport avec l'Afrique, c'est aussi le rapport avec le reste du monde. Et pour l'instant, la France regarde son nombril et ne voit pas le reste du monde. Et ce déclassement-là, parce que c'est un vrai déclassement, et ce déclassement-là, on va le payer très cher. Donc il faut à un moment donné qu'on s'ouvre, bien sûr. Le monde politique français a perdu pied par rapport à l'Afrique, a compris de moins en moins l'Afrique pour de multiples raisons. À commencer par une raison majeure, c'est qu'il ne l'aimait pas. Beaucoup de nos grands dirigeants ces dernières années ont montré qu'ils n'aimaient absolument pas l'Afrique. Parce qu'ils ne la comprennent pas. Et quand je dis l'Afrique, les Africains, parce qu'ils ne la connaissent pas. Parce qu'ils ne la comprennent pas. Parce qu'ils ne la comprennent pas, ils ne veulent pas faire l'effort de la comprendre. Mais je pense aussi qu'on a souffert aussi, dans l'autre sens d'ailleurs, d'éléments qui ne sont pas de majorité de la diaspora africaine, qui sont également aussi agressifs dans l'autre sens que l'ont été les politiques dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils rejettent systématiquement tout, alors que, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, il y a un chemin qu'on doit trouver, mais un chemin on le trouvera tous ensemble. C'est pas en jetant l'anathème ou d'un côté ou de l'autre qu'on peut arriver à quoi que ce soit. Hein. Il faut trouver un chemin. C'est clair que, par exemple, sur le Sahel, on est passé complètement à côté de la réalité sahélienne. Et que si vous ne comprenez pas que ce sont des populations bien particulières, ce ne sont pas les Africains d'Abidjan, ce ne sont pas les Africains kenyans, ce ne sont pas les Africains d'Afrique du Sud, ce sont des Sahéliens. Les Sahéliens, c'est autre chose, hein. Oui, le Sahel a une unité, mais ce qui s'est passé au Sahel, le rejet de la politique française au Sahel, c'est un rejet de la politique que vous trouvez partout en Afrique francophone. Ah oui, ça je suis d'accord. Mais on est passé à côté des vraies causes de la lutte contre le terrorisme, du djihadisme.
Et on a mené une lutte contre le terrorisme à la manière des Américains en Afghanistan, en ignorant complètement les causes. Et on a perdu comme les Américains. Et on a perdu comme les Américains en Afghanistan. Et c'est là où, pour revenir quand même au sujet et à Emmanuel Macron, c'est que il n'a pas fait les bonnes analyses. Il est parti, il a embrassé cette guerre, mais alors avec dès 2017, dès qu'il arrive au pouvoir, il embrasse cette guerre et puis il est volontaire, il est autoritaire et il dit je sais comment faire, je sais on va y arriver, je vais ramener la paix, je partirai que quand la paix sera ramenée, etc., etc. Et puis et c'est là où il a une énorme responsabilité. Bien sûr que l'échec, parce que c'est quand même itinéraire d'une défaite, l'échec de la France au Sahel, c'est un échec collectif. Bien sûr. Parce qu'il y a eu aussi les présidents sahéliens, il y a eu les Sahéliens, c'est un échec qui concerne tout le monde. Mais là où Macron porte une énorme part de responsabilité, c'est que dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit je vais faire, je veux que ça se passe comme ça, on fera comme ça, etc. Et il a pris ce dossier en main à tel point que les Sahéliens, les présidents du G5 Sahel ne pouvaient pas se réunir sans que Macron soit là et qu'il leur donne et qu'il commande et qu'il dise et qu'il trace des lignes rouges. Et il n'a rien fait qui puisse sortir ces pays-là du trou dans lequel ils s'enfonçaient. Et on n'a pas réussi à régler la crise sécuritaire. Les Sahéliens nous demandaient quoi? Les Sahéliens demandaient qu'on ramène la paix. Oui, c'est ça. Et qu'on ramène la sécurité. Ce que la France a été incapable de faire. Et donc, c'est là où c'est notre défaite, bien sûr. Évidemment. Et c'est la défaite d'Emmanuel Macron, parce qu'il a pris ce dossier à bras-le-corps. Et parce qu'il a tout géré pendant 7 ans. Et que c'est lui-même qui a tracé les lignes rouges. C'est lui qui a dit on ne discute pas avec les djihadistes. C'est lui qui a dit il faut faire ci et ça et ci. Oui, quand il y a eu l'appel des Maliens pour qu'on leur donne un coup de main face à la descente de djihadistes par Gao vers le sud, à l'époque, moi j'ai toujours défendu cette théorie, on était une troupe d'intervention. Une troupe d'intervention, ce sont des gens qui viennent pour libérer des populations qui risquent de tomber sous la coupe de gens mal pensants ou mal intentionnés. On envoie une troupe d'intervention qui fait un raid, qui règle le problème et qui se retire. Du coup, l'image est très bonne, parce que là, vous êtes intervenu, vous avez ramené la paix et vous repartez. On vous adore. Et le grand drame, pour moi, c'est quand on a basculé au bout de quelques années de la première opération d'intervention, on s'est dit, maintenant, on va mettre des bases partout, et on s'est transformé en troupe d'occupation. Et le simple mot troupe d'occupation par rapport à troupe de libération ou d'intervention, ça explique tout. On l'a très bien vu au niveau des Africains, dès qu'on a commencé à mettre des bases partout, ils ont dit, ça y est, ils veulent nous recoloniser. Et ça, c'est une des décisions politiques françaises, c'est clair et net. Oui, en réalité, d'ailleurs, vous remarquerez qu'au début, en 2013, la guerre, enfin, si on peut appeler ça, les djihadistes ne sont présents que dans l'Azawad, que dans le nord Mali. Absolument, ils ne sont pas ailleurs. Et un peu dans le centre, c'est pour ça qu'on intervient. Mais ils ne sont pas ailleurs. Et en fait, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que les djihadistes ont suivi l'opération Barkhane. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est installé au Niger, on s'est installé au Burkina, et les djihadistes ont suivi l'opération Barkhane. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, parce que ça sert d'aimant aussi. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Mais la réalité, c'est que en 2013, quand l'opération Serval est une réussite dans la mesure où ils récupèrent des territoires, il y avait un but. Il y avait un but qui était de libérer des territoires. Oui. Mais après, quel était le but? Et c'est là où on est toujours... Et d'ailleurs, on voit François Hollande revenir dans la politique aujourd'hui, mais il a un bilan, François Hollande. Ce serait bien quand même que les gens soient un peu redevables de leur bilan, je trouve. Parce qu'on va revenir... Mais l'opération Barkhane, c'est lui. Ben, c'est lui, bien sûr. C'est lui, et c'est Jean-Louis Le Drian qui était à l'époque ministre des Armées. Ah, mais absolument. Et l'opération Barkhane a été une erreur majeure, parce que justement... elle s'est installée, elle a étendu... oui, elle a étendu, parce que c'était au départ un raid. Et voilà, ouais. Et elle était en plus
totalement mal construite, fait pour répondre à des obligations politiques, pour essayer de réunir toutes les OPEX. C'était une espèce d'usine à gaz faite par les généraux en disant on va réunir nos forces, les OPEX au Tchad, etc., etc. Mais c'était une opération qui était quand même assez mal montée et qui était soit trop importante pour s'il fallait juste tuer quelques chefs djihadistes, soit pas assez importante s'il fallait occuper le territoire. Donc de toute façon, ça c'était une erreur. Mais des généraux m'ont dit, comme Barkhane avait été comme Serval avait été une très grande réussite, que même les Américains n'y croyaient pas. Ils étaient même époustouflés de ce que les Français avaient été capables de faire. Tout le monde avait voulu récupérer la rançon de la victoire. Et donc on a juste monter une autre opération Barkhane pour sanctuariser le nom de Serval comme une victoire. Et oui, mais là, c'était l'erreur fatale. Et puis essayer de récupérer la rançon de la victoire. Et après, on n'a jamais trouvé les moyens de partir. Ça n'a jamais été le bon moment de partir. Mais Serval, c'était une opération typiquement armée française en Afrique, pas remonter à Colvézi, mais c'était ça. C'est ce qu'on sait faire. Voilà. C'est ce que l'armée française sait très bien faire, et elle a toujours su faire, c'est de faire des raids. Il y a une menace quelque part, on intervient avec des forces très entraînées, en général c'est les meilleurs qu'on envoie, qui interviennent très vite, très fort, avec un rapport de force quand même, on est plus fort militairement parlant, et surtout, par rapport à un nombre de gens qui en face n'est pas énorme non plus. Donc c'est toute une approche, mais ça marche, on a fait des démonstrations en Afrique partout. Là où ça bascule, c'est quand on change et qu'on dit maintenant on va s'installer, on va s'organiser. C'est la culture du corps expéditionnaire français qui savent très bien faire. Je le dis dans le livre à un moment donné, depuis qu'on est rentré dans le commandement intégré de l'OTAN, les esprits se sont américanisés. Donc on a une planification, on reste sur la planification, on n'en bouge pas. Et alors ça a été très macronien, et ça reste très macronien d'ailleurs. On fait une erreur, mais au lieu de changer son fusil d'épaule, on en rajoute. C'est-à-dire que ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Donc on va en faire un peu plus. Et puis ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc on va en faire encore un peu plus. Et on reste, on s'enferre dans l'erreur. Et là, sous Macron, on a monté des usines à gaz qui étaient absolument stratosphériques et qui étaient très, très éloignées de la culture sahélienne. Et ce qui a fait que les armées sahéliennes ont décroché de tous ces processus. Oui, et en plus, en ajoutant, on en parlait avec notre ami Bigot, c'est que les armées locales, les armées sahéliennes, qui se sont battues avec les Français, ont été mal considérées, en définitive. Parce que si vous regardez les communiqués français sur la guerre qu'on a pu mener là-bas, très rarement vous trouverez un commentaire sur le fait qu'en même temps que les Français, il y avait des troupes maliennes, tchadiennes, burkinabèses qui se battaient et qu'il y a eu des morts chez eux. On n'en parlait jamais. Ça a été... Et ça a été terrible auprès des Africains. Ça a été terrible. Ça, je peux vous dire. Moi, je me souviens quand il y a eu c'était novembre 2019, quand il y a eu les soldats français, les 12 morts français. C'était effectivement un choc pour la France, etc. Mais en même temps, dans la même séquence, on avait des attaques de djihadistes sur les camps militaires nigériens, burkinabés et maliens. Il y a eu des centaines, mais des centaines de militaires sahéliens qui sont morts dans le même temps. Et c'est là, justement, cette fameuse séquence où Emmanuel Macron leur demande de venir se recueillir à Pau lors de l'enterrement des Français, et puis il en profite pour faire un sommet. On parle pas un mot des autres. Et que il n'y avait pas eu la même chose de notre côté. Ça aussi, ça compte. C'est des gestes très forts. Quand vous oubliez vos compagnons de guerre, en définitive, ça ne pardonne jamais. Alors ça, oui, mais je dois dire que c'est les politiques. Parce que, au moins au Mali, au Niger, c'était un peu différent, et au Burkina, c'était très différent. Mais au moins au Mali, les militaires français et les militaires maliens s'entendaient bien. Oui. Il y avait une bonne coopération. Mais après, ça ne veut pas dire que les politiques font ce qu'il faut. Mais justement, ce genre de geste,
sont vraiment très importants. Ils sont de plus en plus importants parce qu'il y a cette demande d'équité, il y a cette demande de justice, il y a cette demande de respect. Comment vous expliquez, vous en parlez dans votre livre, mais comment vous expliquez cet effet domino entre coup d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et je dirais dans la foulée? Est-ce qu'il y a une explication Oui, il y a une explication, bien sûr. Est-ce qu'il y a une explication géopolitique ou politique locale Il y a une explication. L'explication, c'est toujours, ces guerres contre le terrorisme produisent des États faillis. Donc, ça, c'est une constante. L'explication aussi, c'est que quand vous ne ramenez pas la sécurité, les États sont extrêmement fragilisés. Donc ça, c'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, c'est justement que ces chefs d'État, qui étaient des chefs d'État francophones, francophiles, etc., ont été aussi un peu contestés par le fait qu'ils obéissaient ou qu'ils n'étaient pas assez virulents contre Macron, qu'il les houspillait un peu, etc. Et là, Emmanuel Macron a quand même beaucoup fait pour détruire leur légitimité. Donc j'exagère à peine, un peu, mais donc c'est une conjonction de choses. Mais le manque de sécurité, c'est la première raison. Les citoyens sahéliens, et encore aujourd'hui, parce que la sécurité n'est pas revenue, mais les citoyens sahéliens n'en peuvent plus, quoi. Donc quand vous avez des soldats français avec tout leur équipement qui sont là et que vous voyez que la situation ne s'améliore pas, et que vous voyez que votre président accepte un sommet, un autre sommet, et que rien n'avance, au bout d'un moment, vous êtes fragilisé. À cela s'ajoutent les problèmes de gouvernance, à cela s'ajoute le traumatisme des armées, parce que les armées sahéliennes, elles sont comme toutes les armées du monde. Au bout de 10 ans de guerre, il y a des symptômes post-traumatiques, vous avez vu partir vos frères, voilà, c'est très douloureux quand même. Ils en sont maintenant à 11 ans de guerre. Les généraux ont fait des coups d'État sans vraiment apporter des solutions originales pour le moment? Ou alors cette association entre ces trois pays du Sahel? Alors déjà, c'est pas tous des généraux. Des militaires. Voilà. Vous avez un petit capitaine, 5 au Burkina Faso, 5 colonels au Mali et des généraux au Niger. Un coup d'État, ça déstabilise l'armée. Donc là l'armée burkinabé déstructurée, 10 ans de guerre, 2 coups d'État. Les djihadistes qui, en ce moment, attaquent de toutes parts, les burkinabés vivent un enfer. C'est extrêmement difficile pour eux. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré roule un peu des muscles et dit que tout va bien, mais le Burkina va très mal, au point que moi, je suis inquiète d'un effondrement du Burkina, parce que le Burkina va très mal, d'ailleurs, pas que sur le plan sécuritaire, sur le plan démocratique, etc. Et puis, vous avez les colonels maliens. Les colonels maliens qui, au départ, arrivent pour solder une crise qui dure depuis l'élection présidentielle de 2018 et qui viennent sur ce mécontentement et qui sont portés comme des héros à ce moment-là. Et on croit que vraiment, ils vont sauver le Mali qui est en difficulté. Et puis, ils n'en partent pas et la situation ne s'est pas améliorée d'un point de vue sécuritaire et elle ne s'améliore pas du tout d'un point de vue démocratique. Du coup, pour le coup, là, c'est eux qui ont les cartes en main, c'est leur pays. Dans le fond, c'est peut-être que notre président, avec ses prises de position pas toujours très réfléchies, en tout cas montrant une profonde méconnaissance de l'Afrique, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et de ce qui s'y passe, peut-être que dans le fond, c'est une opportunité pour la suite. Quand je lisais votre livre, c'est clair que c'est une telle accumulation d'erreurs, les unes après les autres, de choses qu'il ne faut pas dire, de comportements inadaptés à l'Afrique. Enfin, tout est faux. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui, parlant de l'hôpital français, je crois, un jour a dit « c'est difficile de reconstruire tant qu'on n'a pas tout détruit ». Donc, bon, là... on a bien détruit. Alors. Là, on a bien détruit, donc on va peut-être pouvoir reconstruire. On n'a pas été mauvais, là. Oui. Alors, il y a une partie aussi dans votre livre qui est intéressante, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France, mais dès l'instant où la France quitte ces trois pays, alors on voit arriver, bien évidemment, on en a parlé, les Russes, des Turcs, mais on voit surtout,
et ça, c'est pas anodin, des camarades européens, l'Allemagne, qui a essayé de jouer sa partition, l'Espagne ou l'Italie, et ainsi de suite. Et là, vous vous dites, tiens, on leur avait demandé quand même de venir nous aider, d'aider les pays du Sahel. Ils ont refusé. Et puis tout d'un coup, quand la France s'en va, tiens, ils arrivent. Alors, non pas militairement, mais coopération, et ainsi de suite. C'est dommage pour l'Europe, quand même, quelque part. Oui, c'est dommage, mais ça, c'est la grande idée de tout le quinquennat d'Emmanuel Macron avec son discours de la Sorbonne, l'Europe de la défense, l'autonomie stratégique. D'ailleurs, le Sahel a donné lieu à ce laboratoire avec de l'Europe de la défense, avec Takuba, où Takuba devait venir aider la France, les Sahéliens, à sortir de... je crois que ça a coûté un pognon de dingue, ça a mis 3 ans à se construire et ils ont dû partir au combat 3 fois. Oui, ça accompagnés. rien, ça, donc, parce que l'Allemagne ne voulait pas y aller, parce que l'Allemagne ne veut absolument pas être sous commandement français, ce qui peut se comprendre. Les Anglais, encore moins. Les Italiens, oui, mais on va bien négocier. Alors, sur la Libye, est-ce que vous pourriez prendre une autre position, etc. Ce qui fait que les seuls pays qui ont bien voulu accompagner, c'était l'Estonie, la Lituanie, la Tchéquie, la Roumanie. Et c'est d'ailleurs les mêmes, parce que comme nous avons un président qui n'apprend rien de ses erreurs, Takuba, qui a quand même pris une bonne partie du premier quinquennat et qui n'a pas fonctionné, Emmanuel Macron a voulu le refaire sur l'Ukraine en montant une nouvelle fois une coalition pour envoyer des instructeurs qui est arrivé les mêmes. L'Allemagne, les Européens, enfin les grands pays n'ont pas voulu. Et puis, vous avez l'Estonie et la Lituanie qui veulent bien. Mais la Lituanie, combien de divisions, quoi, qui ont bien voulu accepter parce qu'en échange, il y a peut-être des aides de l'AFD, Expertise France, je sais, moi. Mais il y a des deals comme ça qui peuvent se faire. Mais ça ne se fera jamais. L'Union, la grande solidarité européenne, c'est pour ceux qui y croient. Je veux dire, les Européens en avaient marre aussi de la France arrogante et donneuse de leçons. Il n'y a pas que les Africains que ça a excédé. Donc, quand la France est partie, ils se sont dit, ils ont rigolé sous cap en disant, bon, la France s'en va, mais nous, on va pouvoir rester. Et en fait, ils ont tort aussi, parce que ce qui se passe, c'est que la France affaiblie, ça affaiblit aussi ses alliés. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Et la France affaiblie, ça affaiblit aussi l'Occident. Puisque maintenant, là où la France a perdu son influence, c'est tout l'Occident qui a perdu son influence. Oui, puisque même les Américains sont partis. Et donc, les Américains ont dû partir du Niger, et les Allemands qui avaient passé beaucoup de pommade, qui avaient vraiment voulu tout faire bien, et qui étaient très contents de rester, les Nigériens leur ont demandé de partir. Mais en revanche, les Russes, les Iraniens, les Turcs sont là. Donc, effectivement, les Européens devraient être plus solidaires s'ils veulent garder ce qu'on appelle, un mot que j'aime pas, mais cet Occident collectif. En s'affaiblissant, la France affaiblit son camp. C'est ce que pour l'instant, ils ne voient pas encore. Et c'est pareil pour les Américains qui ne comprennent pas qu'en affaiblissant l'Europe, ils s'affaiblissent eux-mêmes parce que quand il leur faudra des alliés, ça sera un peu difficile. Oui, on sera plus difficile, effectivement. Il y a l'ex-Wagner, enfin les Russes. Bon, quelle est leur réelle action et les résultats? Et tous ces autres pays, la Turquie, l'Iran ou la Chine, c'est pas avec ces gens-là qu'on va sécuriser les pays, quand même. Sur Wagner, vous me donnez l'occasion de faire le point parce que ça devient très compliqué. Wagner était donc au Mali, en Libye, en Syrie, au Soudan, voilà. Ça, c'était avant la mort de Prigojine. Quand Prigojine meurt en août 2023, les Russes essayent de reprendre en main
Wagner, qui commençait à leur poser beaucoup de soucis, et énormément de soucis politiques aussi. Parce que Wagner était parfois dans des endroits où la Russie ne défendait, pas. Par exemple, au Soudan, derrière Hemeti, ils étaient là. Wagner, c'était avant tout une société militaire privée chargée de faire de l'argent comme toutes les sociétés militaires privées. Bon, même si elle était plus ou moins liée à la Russie. Maintenant, après la mort de Prigojine, les Russes ont demandé à ce que les gens de Wagner rentrent au pays, et rentrent soit dans l'armée, soit dans une autre entité qui s'appelait Africa Corps. Dans certains pays, ça a très très bien marché. En Syrie, en Libye, ils sont rentrés dans l'armée et tout s'est bien passé. Dans les pays où ils sont arrivés après la mort de Prigojine, comme au Niger ou au Burkina Faso, c'est Africa Corps. Et là, ça ne pose pas de problème, ils ne partent pas au combat, ils font de la formation et de l'entretien de matériel. En revanche, il y a des pays où ça s'est très mal passé, et notamment le Mali. Au Mali, les Wagner n'ont pas voulu rentrer. Donc, ils sont restés à la solde du gouvernement malien, mais ils n'ont plus aucun lien organique avec la Russie. Wagner, sous Prigojine, faisait déjà des exactions, mais ils étaient quand même commandés. Là, les Wagner, pour ce qu'ils veulent, en pour Lonesome Cowboy, c'est des mecs qui sont lâchés dans la nature, qui font des exactions terribles, mais ils n'ont plus de commandement. Et le seul commandement qu'ils ont, c'est... le gouvernement malien, enfin, les militaires maliens. Ce sont des vrais mercenaires, pour le coup. À l'ancienne. Pour le coup, c'est des vrais mercenaires. Et qui se payent probablement, que le gouvernement malien paye, soit la dette, soit le trafic de drogue, soit je ne sais pas, mais qui n'ont plus de lien avec la Russie. Et je m'excuse de revenir au centre du sujet, mais quand vous avez un président qui laisse le Quai d'Orsay de côté, qui ne fait jamais appel au Quai d'Orsay, quand vous avez un président qui décide tout seul, avec une petite équipe, le monde tel qu'il est, c'est plus possible, parce que vous avez trop de données. On en parlait souvent avec Alain Juillet. Il n'a pas l'air d'avoir de grands conseillers internationaux et de diplomatie, notre président. Il décide seul. Souvenez-vous, lors de son voyage en Chine. Je lisais d'ailleurs l'article dans Politico, et j'étais frappée parce que le journaliste a fait le voyage en Chine avec Emmanuel Macron. Il était dans l'avion et il fait cette remarque, il dit « Mais j'ai l'impression qu'il n'avait aucun collaborateur qui connaisse la Chine et qui soit capable de... » Mais on a la même chose sur l'Afrique. C'est ça, moi, je crois que le fond du problème, il est là. Et le fond du problème, c'est que un président, il ne peut pas tout connaître. Hein. Quelles que soient ses capacités, il y a des limites. Donc, c'est admis par tout le monde. Le président ne tient qu'avec des conseillers qui, eux, sont des experts et qui vont lui donner les bonnes explications ou les bonnes choses. Ensuite, lui, il peut analyser autre, mais au moins, on lui donne les bonnes bases. Il n'y a pas de conseiller qui lui donne des idées. Hein. Du coup, et il fait confiance à son propre instinct, à sa propre intelligence. Mais comme il ne connaît pas, quand vous raisonnez sur quelque chose qui est faux, ça peut être génial, c'est faux. On ne peut pas trouver de réponse juste en partant de postulats faux. Exactement. Hein, c'est la base. Et c'est la base de tout sur l'affaire africaine. Parce qu'on voit que chaque fois, comme il était mal conseillé et qu'il ne connaissait pas, il a pris ce que vous disiez. À chaque fois, on se demande, à chaque fois, il en fait une de plus. Quoi. Enfin, il ajoute une de plus. Et évidemment, et ça provoque peu à peu un écart jusqu'à la rupture avec l'Afrique. Oui, mais c'est ce que me disait quelqu'un qui l'avait pratiqué. Il me disait, mais la façon de fonctionner d'Emmanuel Macron fait qu'il ne peut pas avoir d'expertise, parce qu'il choisit des gens qui lui ressemblent. Oui. Il caporalise, et vous n'aurez jamais, même si vous voulez l'expertise, il n'en aurait pas. Donc, je crois que c'est la difficulté. Et c'est pour ça que je l'appelle le président qui ne sait pas, parce que la difficulté, c'est de savoir qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'aide sur des dossiers. Et là, je vous jure que le monde, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il se dessine, et avec toutes ces recompositions, vous avez besoin d'une armée d'équipes.
Et ça ne se décide pas dans la solitude d'un avion. Vous n'avez pas de vision comme ça, ou même si vous avez, je suppose, les services qui vous font des notes, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il les lire. Encore faut-il les lire. Parce que peut-être qu'il y a eu des coups d'État aussi, ils les avaient lus, ça ne se serait pas passé. Ça ne serait pas passé. Bah, écoutez, je crois qu'on vient de faire un bon tour d'horizon grâce à vous, et je vous en remercie, parce que derrière tout ce qu'on vient de vous dire, quand même, ça montre bien que pour s'occuper de quelque chose, quoi que ce soit dans le monde, il faut quand même connaître son sujet si on veut réussir. Et avoir beaucoup d'humilité. L'humilité est une nécessité absolue. On comprend vraiment très précisément la complexité de ces 10 dernières années. Alors on n'en a pas parlé, mais ça part de la Libye, le rôle de l'Algérie, on a parlé du Soudan, mais tout ça est intimement lié finalement. Un très bon livre à lire et vous comprendrez un certain nombre de choses, plus précisément sur le Sahel, Emmanuel Macron et la France. Merci et à très bientôt. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et mettre votre avis en commentaire.